Bonsoir Fioré. Bonsoir à tous et à toutes. Et je suis avec Josélin Morisson. Bonsoir vraiment. Il est journaliste de formation scientifique et auteur et traducteur. Et depuis de l'année 2020, il est rédacteur en chef de la revue Native. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la revue Native. Juste un petit peu, après je vais donner la parole à Josélin. Revue Native est les premiers médias en langue française autour des peuples racines, et ça se concrétise en deux choses. Un magazine trimestral Native sur abonnement, dont on est au 12e numéro, et on va parler un peu de ça aussi, et aussi un site web que je vous invite aussi à visiter. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je sais pas si l'audio est bien. Bon, j'espère que oui, parce que j'entends un peu d'écho. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fioré Longo. Je suis la directrice de Survival International France. Nous sommes les mouvements mondiaux pour les peuples autochtones. Donc, bonsoir, Josélin. Bonsoir. Et est-ce que tu pourrais nous raconter un peu mieux de ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est ce projet Native? Alors aujourd'hui, Natif, c'est plus qu'un projet, hein, puisqu'on a déjà donc sorti 2 numéros dont on est assez content, surtout par les retours qu'on a, disons. Notre premier numéro est sorti au mois de juin et comme on est trimestriel, donc on a sorti un deuxième numéro là à l'automne, fin septembre. Et l'idée, effectivement, est née dans l'esprit d'un noyau dur qui se trouve à Toulouse, et moi aussi. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, c'est Jean-Pierre Chaumeton, qui est notre directeur de la publication, qui était Oui. déjà avec ses amis, donc Michel Farran et Didier Hillard, qui sont respectivement secrétaire général et directeur artistique. Ils étaient déjà, en fait, engagés de longue date dans des associations auprès des peuples autochtones, auprès des peuples premiers. À différents niveaux, à différents niveaux de responsabilité, et ils œuvrent également en dehors de leur activité professionnelle principale dans l'édition, avec la publication de livres qui sont consacrés à la spiritualité, mais qui peuvent aussi parler des peuples autochtones. Et donc c'est une discussion entre eux qui a fait que ce projet est né. Et ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de faire partie de l'aventure et d'accepter, enfin de prendre en charge la responsabilité de la rédaction en chef de la revue. Donc moi, je suis passionné par ces sujets-là aussi également depuis longtemps. Donc j'ai accepté avec plaisir. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas en fait de médias dédiés au peuple premier, peuple autochtone. Il y a des médias, il y a des revues qui existent aux États-Unis notamment, hein, et dans d'autres pays, mais en langue anglaise essentiellement. Il n'y avait rien en langue française. Il n'y avait pas non Ouais. plus de médias au sens large, que ce soit radio, télé, internet, etc., qui soit consacré spécifiquement à ces questions-là. Donc l'idée, c'est de créer un média qui soit d'abord un magazine trimestriel, effectivement, mais qui a vocation aussi à devenir une espèce de plateforme de communication pour un public francophone, hein, mais pour la francophonie dans le monde entier, pour parler de ces questions-là, parler de toutes les problématiques qui concernent les peuples racines, pardon, mais Ouais. sous tous les aspects, hein, c'est-à-dire aussi bien des questions environnementales, l'écologie bien sûr est au centre des préoccupations pour beaucoup, mais on peut aussi parler de questions politiques et puis bien sûr de questions de culture, d'art de vivre, etc. Donc il y a tous les aspects en fait qui concernent la vie de ces peuples autochtones qui sont abordés dans le magazine. Et on s'interdit pas aussi de parler de questions politiques parce que c'est sûr qu'il y a des communautés en particulier qui sont plus exposées à ces problématiques-là que d'autres, hein, mais ça fait partie effectivement de leur vie, de leur combat quotidien, de leur lutte, comme vous le savez bien à Survival, hein. Et donc voilà, on veut aborder en fait tous les sujets qui concernent ces peuples-là pour que on puisse donner qu'on puisse être une plateforme en fait, une voie, en tout cas une modalité d'expression pour eux, pour qu'ils puissent prendre la parole le plus possible directement, hein, à travers leurs représentants bien sûr, et à travers aussi ceux qui travaillent à leur côté, comme des associations telles que la vôtre,
Mhm. Et d'autres, hein, et puis des gens qui sont aussi des voyageurs, des reporters, des photoreporters notamment, etc. Ça peut être Ouais. des écrivains aussi, hein, des gens qui ont voyagé dans des pays où ils ont été au contact de peuples comme ça, Mhm. pour voilà faire connaître leur mode de vie et effectivement essentiellement les problèmes auxquels ils font face aujourd'hui, quoi, parce qu'ils sont nombreux malheureusement. Merci beaucoup. Alors, pour l'instant, vous avez deux numéros, c'est ça. Oui, Et, je te vais laisser nous expliquer un peu de quoi il s'agit les deux numéros, mais surtout les dernières oui. il s'appelle Elle. Et donc, je voudrais savoir pourquoi aussi vous avez décidé de donner de l'espace à cette question, la question des femmes autochtones. Et Oui, avant de te laisser la parole, je vais juste dire qu'on va donner de la place aux questions des personnes qui nous suivent aussi. Et donc, n'hésitez pas à nous envoyer des questions, qu'après, je vais, à la fin notre conversation, je vais revenir sur les questions et on va pouvoir répondre à quelqu'un, pas à tous. À toi la parole, désolé. en effet, notre premier numéro en fait était consacré au thème de la forêt. Hein, donc Mhm, je montre la une parce que c'était voilà, c'est une question qui est encore totalement actuelle aujourd'hui avec la déforestation qui menace de nombreux peuples. Donc on a un numéro qui est très orienté écologie, hein, disons environnement. On dit plutôt nature que environnement. Et donc, on a à chaque fois un dossier central, mais on a aussi des articles qui traitent de ces questions-là en dehors du dossier. Donc, on a beaucoup d'articles qui parlent de la forêt un petit peu sous tous ces aspects. Et le deuxième numéro, effectivement, on l'a voulu le consacrer au féminin. mhm, On l'a titré Elle. Donc là, c'est à mhm, l'envers, j'imagine. Mais on a voulu montrer qu'en fait, les valeurs féminines, les valeurs qui sont portées par les femmes, hein, sont celles dont notre monde moderne a certainement besoin aujourd'hui, parce on a le sentiment, en tout cas, de vivre une fin de cycle, une mhm. fin d'une époque, d'une certaine manière, qui est marquée beaucoup par le patriarcat, par les valeurs masculines de domination, de pouvoir et toute l'exploitation justement des ressources environnementales, ça va avec cette idéologie-là, avec cet état d'esprit-là. Et on pense que les valeurs féminines sont porteuses de beaucoup plus de respect à la fois de l'humanité et du vivant en général, de la nature, des animaux, etc. Et en plus, c'est intéressant parce que dans certaines communautés, dans certains peuples autochtones, les femmes ont un rôle complètement différent de ce qu'on peut connaître nous en Occident. Il y a pas vraiment de société matriarcale, mais il y a ce qu'on appelle, on en parle dans le dossier, la notion de Mhm. matrilinéarité, c'est-à-dire des femmes qui sont Mhm. vraiment des femmes de pouvoir de génération en génération dans certaines communautés, dans certains pays. Et c'est intéressant pour nous, occidentaux, de réfléchir aussi à cette façon de donner du pouvoir. Oui, Euh, on t'a perdu pendant 3 secondes, donc je sais pas, d'accord. il y a eu un problème de connexion. Ouais, ouais, Oui, petit ouais. lag. Oui. Donc l'idée de ce numéro, ouais, c'est de parler des femmes dans ces communautés-là, Mhm. mais aussi dans nos racines à nous, parce que notre titre, donc, c'est Native, qui se comprend aussi bien en français qu'en anglais, hein, mais notre baseline, comme on dit, c'est-à-dire notre sous-titre, c'est des peuples, des racines. Et nos racines Oui. aussi, nous, Européens, on veut en parler. On veut Oui. ne pas oublier d'où nous venons, quelles sont nos racines à nous, peuples européens, même si on a très peu de peuples autochtones encore en Europe. On a les Samis en Europe du Nord, mais voilà, on peut pas vraiment parler de peuples autochtones sinon, hormis eux. Et Oui. par contre, il y a une tradition en France, en Europe, en France en particulier, des guérisseuses, des femmes guérisseuses, des femmes Oui. sorcières. Donc notre dossier aborde aussi cette histoire-là, parce que c'est Mhm. une histoire qui est très violente et qui est aussi très floue. Hein. On ne sait pas combien de femmes ont été condamnées et exécutées au bûcher pendant des dizaines et des dizaines d'années en fait. Mais en tout cas, ces femmes-là étaient porteuses de cet esprit-là aussi. C'était des femmes guérisseuses. Pendant longtemps, c'était les seules soigneuses. En fait, c'était les seules guérisseuses auxquelles la population avait accès. Donc, on a des Mhm. articles qui parlent de ça, d'autant plus que c'est aussi là-dedans qu'on trouve les racines de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écoféminisme, hein, c'est-à-dire des Mhm. valeurs qui rejoignent l'écologie et le féminisme, qui font se rejoindre les deux en tout cas.
Donc on ne s'interdit pas de parler de ça aussi. Et puis bien sûr, on donne quand même un accent, on met un accent très important sur l'iconographie, sur les images, parce que c'est le plus important pour nous, dans la mesure où il y a des photos splendides de gens qui ont fait des reportages Ouais. dans le monde entier, avec des photos avec des photos superbes. Donc c'est vrai que la revue a mis la barre assez haut de ce point de vue-là, en voulant privilégier aussi l'iconographie, mais on a beaucoup d'articles de fond, hein, quand même, bien sûr, euh, qui traitent de tous ces sujets-là. Mais bon, enfin, voilà. Ouais. Je montre qu'on a un portfolio avec de très très belles photos, avec des grands photoreporters avec qui on Ouais. travaille. Voilà. Donc ce numéro, il essaye de porter ces valeurs-là. Bon, bah voilà, on a décidé entre nous en conférence de rédaction de traiter ces thèmes-là par dossier. Donc là, la forêt, ensuite le féminin. Le prochain, ça sera le chamanisme ou plutôt les sagesses ancestrales, disons. Et voilà, Ouais. on essaye d'avoir un fil directeur, un thème de dossier dans chaque numéro, qui est aussi un thème qui déborde en fait le cadre du dossier pour imprégner un peu l'ensemble du numéro, disons. Oui, et la chose que j'ai trouvé intéressante, c'est que la question quand même des forêts et la question du corps des femmes, au moins pour moi, et c'est que j'ai essayé j'ai participé à travers un article dans le 12e numéro, de montrer, c'est les liens entre la terre et la violence, que ça veut dire les vols des terres pour les peuples autochtones et la violence contre les corps des femmes. Parce que dans l'histoire, et je pense que c'est pour ça que c'est tellement important de parler des femmes dans un chapitre séparé, parce que quand on parle des violences envers les peuples autochtones, il faut savoir que les femmes autochtones, ils font pas seulement à la discrimination en tant que femmes autochtones, mais aussi en tant que femmes et en tant qu'appartenant à une catégorie défavorisée. Donc il y a une triple discrimination. Et ce type de violence, il se manifeste surtout sur les corps de la femme. Donc, quand les femmes ils sont attaquées, ils sont pas seulement dépossédés de leurs terres ou de leurs moyens d'existence, mais de leur corps aussi à travers les viols. Et ça, et j'ai décidé de parler de ça parce que dernièrement, en Colombie, il y a beaucoup des femmes autochtones qui ont commencé à parler des violences qu'ils ont subies pendant la guerre civile, mais pas seulement, et ça continue après même l'accord de paix. Et donc, il y a toute une histoire cachée, parce que tout le monde connaît la terrible histoire dramatique de la Colombie, de la guerre entre et les narcotrafics et tout, mais il n'y a pas assez de personnes qui connaissent que l'histoire dramatique des femmes autochtones qui ont été violées par les militaires, donc par l'armée, mais aussi par des forces, des groupes paramilitaires. Et il n'y avait pas assez d'espace pour pouvoir raconter cette histoire. Et ça commence petit à petit à sortir, donc à travers des enquêtes de la Commission de la vérité, mais pas seulement, aussi grâce au travail des journalistes. Donc c'est aussi ça la chose une des questions que je voulais te poser, parce que tu as parlé avant du fait qu'il n'y avait pas assez de médias ou il n'y avait aucun média en France. L'importance des médias aujourd'hui est vraiment essentiel. Nous, en tant que mouvement, on essaie de changer l'opinion publique. Et donc, pour changer l'opinion publique, notre campagne et nos enquêtes sont importantes. Mais si on n'a pas de l'autre côté des médias qui reprennent nos histoires et nos enquêtes, c'est vraiment difficile de donner de la visibilité. Et quand je dis donner de la visibilité, ça signifie donner de l'espace d'histoire, au raconte de ces femmes ou des peuples autochtones en général. Et donc, et pour moi, l'effet qu'il existe un magazine qui s'occupe seulement des peuples autochtones est essentiel. Mais je voulais te poser la question à toi. Donc, pas seulement d'un côté de vous, d'une association comme la mienne. Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, c'est tellement important de donner cet espace à la question des peuples autochtones? Et je ne sais pas si ma question est claire, mais... Oui, c'est une question, oui, qui est très vaste parce qu'on est dans des questionnements philosophiques, anthropologiques, ethnologiques, etc. Hein. C'est important parce que le changement de relation
qu'on doit avoir avec le vivant, avec la planète, il passe aussi par la reconnaissance justement de ces peuples-là qui ont su préserver des modes de vie par lesquels ils sont complètement en équilibre avec la nature autour d'eux, alors que nous on est dans un mode de prédation constant, on épuise les ressources, on épuise la planète, on épuise la Terre, et on sait qu'on est arrivé au bout de ce modèle-là, qu'il y a ce changement climatique, etc. Donc il y a tout un tas de controverses scientifiques autour de ça, mais quand même il y a quand même des choses qui font consensus, et on peut clairement s'inspirer de la façon dont eux vivent ce qu'on appelle nous le développement durable. Pour eux, c'est complètement intégré, ça fait partie de leur vision globale du monde, et ça va avec une spiritualité aussi. Pour nous, c'est important aussi de partager des messages qui sont des messages de nature spirituelle, parce que la spiritualité aujourd'hui, c'est plus un gros mot, quoi. On peut parler de spiritualité sans être ni dans un discours religieux, ni dans un discours sectaire. Et tous ces peuples-là ont des spiritualités souvent beaucoup plus riches que ce qu'on peut s'imaginer, nous, en tant qu'occidentaux, qui, pour beaucoup d'entre nous, les voyons encore comme des êtres sous-développés, archaïques, etc. Et on le voit bien avec les problématiques de décolonisation, etc. Il y a une très belle émission, et on va en reparler parce que tu as fait belle interview aussi pour Reporter où tu parles de décolonisation de la nature. Mais j'ai vu une émission là sur France 2 sur les guerres de décolonisation qui concerne la France et qui était très bien faite, et on voit bien que toute cette procédure de colonisation, décolonisation, ça s'est fait avec beaucoup de violence évidemment, et ça s'est fait avec de l'acculturation, on interdisait aux peuples autochtones de parler leur langue, de pratiquer leurs rituels, etc. Donc on est à une espèce de point de bascule aujourd'hui. On voit bien qu'il y a une perte de sens aussi dans le grand public, dans l'opinion publique, sur qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on continue avec ce modèle, est-ce qu'on continue à consommer à outrance, à vouloir la dernière voiture, les dernières fringues, les dernières chaussures, le dernier téléphone. Bon, ça n'a aucun sens. Donc, bien sûr, on se rend compte que ça, c'est plus viable, mais qu'est-ce qu'on fait à la place? On peut pas non plus tous redevenir des chasseurs-cueilleurs. Donc, il faut bien aussi reconnaître que la modernité a amené des choses positives, a amené du progrès, a amené des progrès sociaux, des progrès médicaux, etc. On peut pas nier, on peut pas rejeter non plus toute la modernité. On veut pas dire, on dit pas c'était mieux avant, et on veut pas non plus d'un retour en arrière. Il faut essayer de concilier le meilleur de chaque modèle, quoi. Donc on veut privilégier justement ce dialogue avec les représentants des peuples autochtones pour que eux nous fassent partager leur sagesse, qui nous disent aussi quels sont leurs besoins vis-à-vis de nous, c'est-à-dire que ce que nous on peut faire pour eux en tant qu'occidentaux, en tant que pays riches, comment on peut les aider, comment on peut les aider notamment face aux problèmes auxquels ils font face dans leur pays par rapport à une situation politique donnée, par rapport à un type de gouvernement en place qui les respecte ou non, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Mais c'est vraiment cette notion d'échange et de dialogue qu'on veut privilégier, hein. Et c'est vrai que là, tu soulignais juste avant la violence, la notion de violence faite aux femmes. Alors là, tu donnais l'exemple de la Colombie, et récemment, tu sais bien aussi qu'il y a eu un cas d'une femme autochtone au Canada qui est décédée à l'hôpital faute de soins, parce qu'elle était complètement méprisée en fait par les soignants, parce qu'il y a une espèce d'habitude de racisme en fait et de mépris vis-à-vis de ces populations-là. Alors je sais pas si ça s'est passé au Québec ou plutôt au Canada anglophone, mais en tout cas, bien que le Canada fasse beaucoup quand même pour la reconnaissance des droits de ces peuples autochtones qui sont nombreux sur ce territoire-là, on voit bien qu'il y a encore cette espèce de mépris, de condescendance en fait de l'occidental vis-à-vis de ces populations-là, et c'est donc très très actuel quoi comme problème. C'est vraiment quelque chose complètement actuel. Et d'ailleurs, je te remercie pour ta chronique très forte dans notre numéro 2, effectivement, hein, parce que tu parles de violences très très dures qui ont été subies par une femme qui a été défigurée à l'acide, ce genre de choses. C'est des choses qui sont abjectes, quoi. Et on se dit c'est très loin, ça nous concerne pas, mais si, ça nous concerne, parce que c'est vraiment des questions, des valeurs fortes, quoi. Donc oui, c'est tout ça qui fait qu'on veut privilégier cet espace de dialogue, on veut créer cet espace de dialogue et donner le plus possible la parole à ces gens-là, quoi. Oui, et mais la chose que je trouve intéressante, c'est que comme tu le disais, il s'agit pas de dire il faut qu'on devienne des chasseurs-cueilleurs, mais il s'agit plutôt de montrer qu'il y a des autres modes de vie possibles et de prendre d'inspiration, exemple. Et pour moi, c'est pas seulement dans la gestion, même si je travaille dans une association qui dénonce des violations de droits, c'est pas seulement les côtés des violations et les côtés des victimes. Pour moi, la chose qui est aussi importante des peuples autochtones, c'est de montrer, et je pense que tu le montres très bien,
qu'ils résistent. Et donc, il y a une résistance que leur résistance nous apprend beaucoup. Parce que et je pense que c'est aussi la question pour laquelle moi personnellement je me bats pour les droits des peuples autochtones, parce que c'est une manière un peu de lutter pour des choses qui aussi se passent chez nous, donc de lutter pour un monde où la diversité est respectée, où les droits des femmes sont respectés, les droits humains, mais aussi où on respecte les droits de la nature. Et donc, je pense que c'est aussi que la question des peuples autochtones nous parle directement, au-delà de ce qui se passe loin de chez nous, il nous parle d'un mode de vie différent dont nous, on pourrait, et qui résiste après la colonisation, après les violences génocidaires, il continue à résister. Et donc, nous, on a encore beaucoup à apprendre. Et donc, c'est important aussi de juste, même si on les prend comme des histoires, d'avoir le temps de lire qu'il existe des histoires différentes, que pas toutes les histoires ils sont comme les nôtres. Et donc pour moi ça c'est vraiment important. Oui, c'est très juste ce que tu dis parce que c'est vrai que ici, en France, en Europe, on voit bien que les droits des femmes, c'est encore un combat complètement actuel. Les jeunes filles, etc. Donc les violences faites aux femmes en général, c'est quelque chose qui nous concerne vraiment ici maintenant. Et les droits des minorités en général. Donc c'est vrai que, en l'occurrence, les peuples autochtones sont des minorités à l'échelle de la planète. Donc c'est sûr qu'on peut s'inspirer de leur mode de résistance, de résilience aussi pour nos combats à nous qui sont menés ici sur notre territoire. Et on a aussi d'ailleurs un papier dans le numéro 2 qui est très intéressant parce que c'est un papier que nous a fait Marie-Pierre Dylan-Séguer, qui est une auteure bien connue, qui est experte dans différents domaines et qui vit aux États-Unis, donc une partie de l'année. Elle nous a fait un article sur la renaissance de la langue de la communauté Wampanoag qui vit sur la côte est des États-Unis. C'est la communauté qui est à l'origine, c'est le peuple qui est à l'origine de la tradition des Thanksgiving, qui est bien connue, mais très peu de gens savent d'où ça vient vraiment. En fait, c'est ces Indiens-là qui sont à l'origine de cette tradition-là. Et en fait, leur langue avait disparu. Elle était complètement oubliée, perdue, quoi. Et elle a eu une sorte d'appel mystique, on pourrait dire, pour retrouver, pour mener le combat, de retrouver la langue. Et elle a mené ce combat pendant des années. Et finalement, sa propre fille se trouve être la première depuis des générations et des générations dont la langue maternelle est cette langue Wampanoag. Donc c'est assez magique et c'est émouvant aussi de lire de lire cette histoire. Et cette femme, donc c'est la maman de cette petite fille, elle a été nommée parmi les 100 femmes du siècle par le magazine USA Today, le journal USA Today. Donc voilà, ça prouve qu'il y a des gens qui sont sensibles à ce combat-là. Ça a été un combat très difficile pour retrouver voilà les sources, l'origine de la langue et pouvoir faire revivre cette langue pour que ça redevienne une langue parlée, une langue vivante. Donc voilà, ce genre de combat. On parle du combat d'une cacique du peuple Wichi aussi qui combat pour sa terre. On a le combat d'une femme aborigène qui a combattu aussi pour lutter contre un site d'enfouissement de déchets nucléaires parce que les autorités australiennes considéraient que voilà les terres aborigènes pouvaient très bien servir à l'enfouissement de déchets nucléaires alors que c'était des sites sacrés. Donc il y a tout un tas de combats comme ça sur tous les continents en fait qui se rejoignent en fait, qui se ressemblent aussi, mais à chaque fois avec une tonalité différente aussi. Oui. Bon, merci beaucoup, Touzlan. Je pense avant de passer aux questions, on a juste 5 minutes. Et donc, je ne sais pas si tu veux qu'on parle de la décolonisation. Tu as des questions à me poser? Bien, cette notion de décolonisation de la nature que tu as évoquée dans ton interview à Reporter. Est-ce que tu veux en dire quelques mots? Parce que c'est vrai que tu évoques notamment, tu parles de la presse puisque tu fais une référence à National Geographic, donc la revue américaine qui nous parle des grands espaces, etc., et qui nous montre toujours ces espaces-là comme étant vierges. Alors, on se doute qu'il y a de la vie animale, mais par contre, les peuples autochtones, la vie humaine, elle est complètement passée sous silence. Alors, j'imagine qu'il y a quand même eu quelques reportages, peut-être quelque chose sur les peuples autochtones, mais en tout cas, tu dis il véhicule une image d'une nature qui est vierge et qui est quelque chose, voilà, où il n'y a pas de vie humaine finalement, alors que c'est pas conforme à la réalité, quoi. Non, mais même les images qu'on a de l'Amazonie, et c'est vraiment une mythologie. C'est un type d'image surtout ancrée dans l'imaginaire concernant l'Afrique et l'Asie, donc plutôt que l'Amérique latine. Mais par contre,
avec l'Amazonie, c'est la même chose. C'est cette mythologie dans laquelle la nature est sauvage. Donc, en anglais, on dit wilderness. Donc, cette idée de la nature sauvage. Et la majorité des aires protégées a été créée selon cette idée qu'il fallait absolument protéger cette nature sauvage et expulser les êtres humains qui étaient à l'intérieur quand il y avait, ou il n'y avait personne. Donc, et c'est totalement une mythologie, comme j'essaie d'expliquer, parce que ces environnements ont été gérés et placés et pris ça. Gérer, c'est un mot un peu compliqué. Je trouve que c'est pas le mot correct parce que mais ils ont été les peuples autochtones ils ont pris soin de ces environnements. Ces environnements ils sont aussi humains, sont naturels et humains en même temps. Donc ces dichotomies nature-culture, nature et homme, c'est vraiment une dichotomie, un concept idéologique qui a été créé dans notre société qui se base sur l'exploitation des ressources naturelles. Mais les peuples autochtones, ils n'ont pas cette idée-là. Et donc, nous, on dénie l'existence on dénie en fait, pour moi, c'est un concept vraiment raciste. L'idée que la forêt puisse être protégée seulement s'il n'y a pas d'hommes, d'êtres humains qui habitent à l'intérieur. Parce que ça dénie le rôle essentiel que les peuples autochtones ont eu. Et ça sépare les hommes de la nature. C'est et ça. Pour les peuples autochtones, oui. Excuse-moi de te couper parce que tu donnes un exemple frappant qui est celui des Baka, donc d'Afrique centrale, qui sont finalement même pas consultés quand on décide que telle zone dans laquelle ils vivent va être un parc naturel, quoi. Et finalement, ils sont expulsés, ils sont chassés de leur terre. C'est complètement paradoxal et surréaliste, en fait. Oui, c'est paradoxal et surréaliste, mais c'est ce qui se passe dans tous les aires protégées, ou quasiment tous les aires protégées, en Afrique et en Asie. Parce que les grandes ONG de la protection de la nature, comme les WWF, ils sont amenés à faire ça, dans ce type d'idée. C'est vraiment une idéologie selon laquelle, pour protéger la nature, il faut se débarrasser des êtres humains. Et donc, l'idée que les chasseurs-cueilleurs, ils chassent pour se nourrir, c'est vu comme, dans notre vision occidentale, c'est négatif. Par contre, les Baka, ils vont pas surchasser, ils vont chasser juste pour nourrir leur famille et ils vont les faire dans une manière qui permet aux écosystèmes d'exister. Donc, c'est parti, c'est un échange. C'est l'idée de la réciprocité. Les hommes, ils sont pas essentiels de cette nature. Donc, ce type d'idée est pas, malheureusement, la majorité et à l'intérieur des grandes organisations de protection de l'environnement et enraciné dans nos idéologies, comme je l'expliquais par National Geographic par exemple, c'est cette idée vraiment de la Afrique, une idée d'Afrique, l'Éden africaine, où il y a seulement de la nature et il y a des gens qui sont considérés primitifs, auxquels il ne faut pas faire aucune confiance pour gérer leur environnement. Quand vraiment toutes les évidences démontrent l'opposé, les 80% de la biodiversité se trouve dans les territoires des peuples autochtones. Donc, il faut vraiment, pour moi, et pour Survival, décoloniser notre manière de faire la protection de la nature. Nous, on pense qu'on est en train de faire quelque chose de positif, mais en fait, on est en train de faire tout l'opposé. On est en train de se débarrasser, de tuer et de faire mourir des femmes, les gens qui sont les premiers protecteurs de la nature. Et donc, c'est ça les concepts on essaye. Et sur l'opposition nature-culture, alors on est très heureux dans le prochain numéro de donner la parole à Edgar Morin, qui est un grand penseur de cette opposition-là. Et voilà, ça sera le grand entretien du prochain numéro. Et oui, c'est vrai que c'est intéressant parce que sous prétexte de bien faire, tu dis qu'il y a finalement des initiatives qui font beaucoup plus de mal que de bien, quoi, en disant on va protéger la nature, mais on expulse en fait ses habitants. C'est complètement absurde, quoi. Et on voit aussi en Amazonie qu'il y a des peuples non contactés, hein, donc ça c'est pareil, c'est une problématique encore spécifique, quoi, parce que on parle des peuples autochtones, donc il y a ceux qu'on connaît, il y a ceux avec lesquels les blancs ont des interactions, et puis il y a ceux qui ne veulent pas être contactés. On voit bien qu'en Amazonie, ils sont de plus en plus menacés aussi dans leur existence même, quoi. Donc ça fait beaucoup de fronts de lutte, et nous on est très heureux en tout cas de pouvoir collaborer avec une association comme Survival et puis d'autres aussi, hein, pour pouvoir avoir ces relais de terrain et être en lien avec vous qui faites un travail de terrain depuis de longues années, quoi, et qui avez cette expertise là. C'est très important pour nous d'avoir ce réseau là
et de pouvoir aussi vous donner un espace d'expression, quoi. Merci beaucoup. Ah, alors, je vais voir s'il y a des questions, et si il y a, on va essayer de répondre, et sinon, euh, je vais juste vérifier parce que je vois qu'il y a, le rapporteur spécial sur les défenseurs des droits considère qu'ils sont protégés par la déclaration sur les défenseurs des droits. Contribue à la non, c'est juste un commentaire. S'il n'y a pas de questions, il y a quelqu'un qui a souligné les faits qui est en Amérique du Sud. La question de l'exploitation minière illégale est aussi importante. Et ça, on laissait. Et en Guyane, en Guyane française notamment. Hein. Oui, on le sait bien. Et c'est pas seulement la minière, l'industrie extractiviste, c'est aussi les gouvernements qui donnent la possibilité aux industries de faire ça. Et donc, nous, on travaille surtout au Brésil, et au Pérou et en Colombie où on continue à dénoncer tout ça. Des fois avec des succès, des fois non, mais on continue à avoir des campagnes. Donc, je vois pas des autres questions. Donc, alors, non, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Je ne sais pas si tu voudrais ajouter quelque chose. Eh bien, écoute, je sais pas, ouais, on a dit un peu l'essentiel. En tout cas, pour nous, c'est vrai que c'est très positif de pouvoir voilà offrir une tribune à Survival dans nos colonnes, de pouvoir travailler avec vous, d'avoir accès à votre fond d'images aussi, parce que on veut faire une revue très belle, donc on a besoin d'accéder à des images qui sont faites par des gens qui sont sur le terrain, qui sont des vrais photoreporters aussi. Donc ça, c'est très, très positif pour nous et on se réjouit de la suite de la collaboration. Et c'est vrai qu'à terme, on veut que Native soit une plateforme d'expression aussi digitale, quoi, numérique. Hein. On veut participer à l'organisation d'événements, de colloques, relayer tout ce qui se fait dans le domaine dans ce domaine-là en francophonie. On veut faire des choses en termes d'existence, en termes de communication, au-delà de la revue elle-même. Mais le noyau dur, le centre, pour l'instant, c'est la revue, qui est pas en kiosque, hein, donc il est accessible que sur abonnement. Il faut passer par notre site internet, mais peut-être qu'un jour on sera en kiosque. Hein, pour l'instant, c'est un autre modèle économique. Voilà, donc, en tout cas, on est content des retours qu'on a sur notre revue. On a des retours très positifs sur le travail à la fois de fond, d'information et le travail iconographique. Donc, ça nous fait plaisir parce que on a donné beaucoup d'énergie pour ça. Oui, et donc nous, je pense qu'on va partager aussi les liens pour les liens web pour que les gens puissent visiter votre page et aussi, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous abonner aussi. Il y a une question que je pense que du coup c'est juste pour finir. C'est que pour on perd un autre niveau. Donc, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Et je pense que c'est une question que ça sert pour fermer tout ça, parce que du coup, nous, on fait différentes actions. Donc, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on demande aux personnes de faire différentes choses. Mais aussi de vous inscrire à notre newsletter parce qu'on partage plein des actions. Comme je l'expliquais, on est un mouvement qui essaie de changer l'opinion publique. Et donc, on pense que les crimes contre les peuples autochtones ont racine dans nos sociétés. Donc, c'est nos sociétés qu'on essaie de changer. On ne fait pas des projets à l'étranger. On fait des enquêtes sur des violations et on retourne chez nous à vous raconter qu'est-ce que c'est possible de faire. On fait des actions, par exemple, en envoyant des emails, des millions d'emails au gouvernement, et ça a eu des impacts dans les passés. Donc, on fait du lobbying, de la pression. Mais nos sympathisants organisent aussi des événements pour informer, pour sensibiliser. Une partie énorme des problèmes des peuples autochtones, c'est le racisme. Donc, des gens, donc on invite les personnes à s'informer, à se sensibiliser. Il y a plein de choses que les gens peuvent faire. Et donc, je vais dire à ma collègue de partager avec vous une page dont nous on explique toutes les actions possibles. Et de nous suivre parce que de temps en temps, on met en place des actions digitales ou des autres types d'actions que vous pouvez faire de chez vous. Donc, oui. Juste pour compléter ça, il faut soutenir bien sûr les associations comme la tienne, hein, celles qui défendent les droits de certains peuples en particulier, hein, les Hopis, les Maasai, les Navajo, etc.
Donc, il faut s'informer d'abord avant de pouvoir agir. Hein. Il faut être informé. Donc, bien sûr, ça passe par des médias qui donnent la parole, enfin, qui traitent de ces sujets-là comme nous on le fait. Et on a aussi, il y a un combat très très fort pour l'écologie, pour la nature autour de nous. On a Valérie Cabanès qui est une juriste internationale spécialisée dans les droits de la nature, la reconnaissance des droits de la nature, qui a été reçue avec une délégation récemment par le pape, qui est très sensible à ça et qui parle aussi d'un travail qui se fait au niveau du Parlement européen. Hein, sur ce terrain, les choses évoluent quand même et il y a une action à mener aussi au niveau politique. Hein. Il y a aussi le forum permanent des peuples indigènes à l'ONU, etc. Donc il y a plein de fronts en fait d'action, mais ça commence par l'information, c'est vrai. Oui, oui, exactement. Bon, merci beaucoup, Jocelyne. On va s'arrêter là. Et je remercie tous et toutes les personnes qui nous ont suivis et j'espère qu'à bientôt. Et n'hésitez pas si vous avez des questions après de nous écrire un email ou un commentaire sur Instagram et on va répondre. Donc, merci beaucoup et merci encore, Jocelyne. Bonne soirée. Merci à toi. À bientôt. Au revoir.